Bonjour à tous et bienvenue à l'Expert Talk de l'ACA, édition 2023 pour cette ACA Insurance Day. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, c'est celui des nouvelles technologies et des différentes manières dont elles transforment le secteur de l'assurance. Donc, l'intégration des nouvelles technologies, c'est un enjeu de taille pour toutes les compagnies, mais c'est aussi une force de transformation qui devient de plus en plus incontournable. Et aujourd'hui, on le sait, la transformation digitale, c'est une composante clé dans le développement et la compétitivité des acteurs économiques et notamment des compagnies d'assurance. Et dans ce domaine, chaque compagnie a une stratégie qui lui est propre, suivant ses axes de développement, suivant ses priorités d'investissement ou encore les ressources dont elle dispose. Nous sommes donc face à un paysage qui est hétéroclite, avec des compagnies qui ont des choix stratégiques et des niveaux de maturité qui sont très diversifiés sur le sujet. Et parallèlement, l'autre composante importante, ce sont ces nouvelles technologies en tant que telles, car elles sont en évolution permanente et elles offrent de plus en plus de fonctionnalités. Donc plus que jamais, l'innovation impose une adaptation constante, mais surtout un réel engagement de la part des compagnies. Nous avons choisi le moment de cet Expert Talk comme un point d'observation privilégié pour répondre à la question « Comment les nouvelles technologies transforment le secteur de l'assurance ?» Pour le passé et le présent, nous avons maintenant accumulé suffisamment d'expérience pour dresser un bilan de ce qui existe, de ce qui fonctionne, pour avoir une vue des initiatives qui ont été fructueuses, mais surtout savoir quelles leçons on doit retenir. Et pour l'avenir, on peut déjà identifier certains écueils à éviter, on peut entrevoir ce qu'il est ou ce qu'il sera possible de faire, mais surtout, on peut garder à l'esprit certaines recommandations importantes pour y parvenir. Donc pour discuter de ce sujet aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir 4 panélistes. Jean Elia, tu es CEO de Sogelife et la transformation digitale des compagnies, c'est un sujet que tu as étudié de très près. Bonjour Jean. Bonjour Laura. Vincent Arnal, tu es chef du département informatique pour la Luxe et tu vas partager avec nous ton expérience pragmatique sur ce sujet. Bonjour Vincent. Bonjour Laura, bonjour à tous. Patrice Witz, tu es associé technologique et digital chez PwC Luxembourg et tu as une vue globale sur tout le secteur financier. C'est une perspective qui va être très intéressante pour notre discussion. Bonjour Patrice. Bonjour Laura, bonjour tout le monde. Et enfin, Habib Gergachi, tu es administrateur indépendant et spécialiste des nouvelles technologies et tu nous rejoins à Luxembourg spécialement pour cet Expert Talk et nous t'en remercions tout particulièrement. Bonjour Habib. Moyenne Laura. Donc déjà, merci à vous 4 d'avoir accepté cette invitation. Je vous propose de rentrer déjà dans le vif du sujet en clarifiant un des concepts qui est clé, qui est le concept de la transformation digitale. Et j'ai envie de poser une première question à Jean. Comment peut-on définir une transformation digitale et quel est son objectif ? Oui, une transformation digitale définie par autre chose que ChatGPT. Donc voilà, j'ai creusé un peu et voilà, c'est quoi la transformation digitale? C'est l'utilisation donc optimale des nouvelles technologies ou des nouvelles technologies. Donc pour transformer les interactions avec les clients. Donc ça, c'est la partie la plus importante. Les clients rendent leur expérience pas seulement satisfaisante, mais plutôt agréable, ce qu'on appelle delightful. 2, comment on peut transformer le travail en interne, l'efficacité opérationnelle, comment on peut l'augmenter pour rendre l'expérience des collaborateurs aussi une expérience agréable. Et 3, pour disrupter, parce qu'il ne suffit pas de faire comme on faisait avant, mais en automatisant, disrupter le business model en soi, créer plus de valeur, créer plus de richesse, élargir la base client, voire transformer le modèle et faire des choses qu'on ne pouvait pas faire sans les nouvelles technologies. Merci Jean. Donc du coup, je pense qu'on ne peut pas parler de transformation digitale sans évoquer les nouvelles technologies qui la sous-tendent finalement. Habib, ma deuxième question est pour toi. Quelles sont ces nouvelles technologies actuellement ? Alors, ces nouvelles technologies, donc j'ai travaillé un petit peu. Donc, en fait, il faut voir là, toute nouvelle techno, on parle de nouvelles techno, mais il faut imaginer la technologie comme une onde. Donc, elle a des maxima et des minima. Donc, quand à un moment donné, on a plusieurs technologies, imaginez à un moment donné, les ondes vont rentrer en résonance, et c'est là, en général, où il y a une mutation, où il y a une rupture. Aujourd'hui, moi, j'ai identifié 5 technologies, A, B, C, D et E.
Donc A comme Artificial Intelligence. Donc on est vraiment dans l'utilisation des logiciels de type raisonnement et de génération pour commencer vraiment à permettre à l'humain de ne plus faire ce qu'il ne veut pas faire, ce qu'il ne doit pas faire, ce qu'il ne peut plus faire. Donc dans une société qui privilégie de plus en plus la santé mentale, la santé physique, vraiment la protection psychologique, ben en fait, on a une formidable opportunité d'accélérer cette progression au niveau des entreprises. B comme la blockchain. Bien évidemment, la blockchain, ça ne fait plus la une des titres, mais sachez qu'aujourd'hui, les concepts fondateurs de la blockchain, tels que la gestion des consensus et l'interopérabilité entre des systèmes distribués, est au fondement de plusieurs plateformes aujourd'hui qui permettent d'implémenter logiciellement la confiance. C comme le cloud. Donc le cloud, bien évidemment, beaucoup d'entreprises pensent être dans le cloud. Je pense que certaines, oui. Mais il faut garder en tête que le cloud, c'est une nouvelle manière de consommer de l'infrastructure, mais aussi de la libérer. Donc imaginez demain un système d'information, je peux l'allumer comme j'allume une ampoule et je l'éteins le soir quand je pars, quand je n'en ai plus besoin. Alors qu'aujourd'hui, malheureusement, vous avez des centaines de milliers de machines qui fonctionnent, qui tournent pour rien, et vous dites, à un moment donné, vous imaginez la consommation électrique associée. La data. Donc la quatrième, vraiment fondamentale, c'est la data. Donc toutes les entreprises qui veulent aborder la technologie data, elles doivent absolument s'assurer que toute donnée utilisée dans l'entreprise doit être définie comme si c'était un dictionnaire. Et une entreprise qui demain manipule une donnée sans l'avoir définie, sans l'avoir décrite, c'est comme un laboratoire qui met sur le marché un médicament en ayant oublié de référencer tout simplement un principe actif, ou un constructeur automobile qui mettrait sur le marché une voiture en ayant oublié de référencer une pièce. Ça sera extrêmement problématique pour les entreprises. Et à la fin, devinez quelle est la cinquième et dernière technologie qui commence par E. Ben, tout simplement, c'est la plus sophistiquée, c'est la plus extraordinaire qui ait jamais connu l'existence, c'est l'être humain. Donc il va falloir ne pas oublier que la techno la plus sophistiquée que vous ayez dans l'entreprise, c'est un E, c'est un être humain. Voilà les 5 technos. Merci Habib. Alors, ma question suivante, ce serait pour Patrice. Dans le secteur financier, est-ce qu'on retrouve les mêmes technologies? On a déjà l'être humain, mais pour les autres, est-ce que c'est aussi ce que tu retrouves dans le secteur financier? Moi, je vais compléter effectivement ce que dit Habib et surtout confirmer un certain nombre de points. Je pense que la première sur laquelle je voulais parler, c'est la donnée. Effectivement, alors étonnamment, quand on dit données, on dit bah, attendez, c'est une technologie qui a déjà plus de 20 ans. Depuis qu'il y a un ordinateur, il y a de la donnée dedans. Mais ce qui se passe, c'est surtout que les technologies autour de la donnée évoluent énormément. Et ça, c'est important de le savoir, c'est-à-dire la capture de l'information, le traitement de l'information, ce qu'on appelle le data lineage, la possibilité de tracer l'information, de gérer la qualité de l'information, la visualisation de l'information, et puis aussi la virtualisation de l'information, c'est-à-dire de ne plus avoir besoin de savoir où effectivement est la donnée dans l'entreprise. Et donc il y a un certain nombre de technologies, et la convergence de ces technologies font qu'aujourd'hui, les technologies autour de la data ont énormément de traction sur le secteur financier. La deuxième chose, c'est effectivement le cloud, et j'y reviendrai un tout petit peu plus tard, mais ce qui est important de savoir, c'est au niveau du secteur financier, même au-delà, en Europe, des études qu'on a menées montrent que 75% des entreprises qui ont été interrogées vont bouger d'ici à 2 ans leurs opérations dans le cloud en Europe. Voilà, on va venir pourquoi cette tendance, mais c'est quand même important, c'est un fait marquant, il y a une vraie trajectoire sur le cloud en Europe. L'autre élément, c'est évidemment l'intelligence artificielle. Effectivement, tu en as parlé, Habib. Finalement, l'intelligence artificielle, on entend depuis longtemps. Par contre, Gen AI, l'intelligence artificielle générative, il faut se dire que finalement, on a très peu de recul encore, puisque, pour rappel, ChatGPT a été lancé sur le marché le 30 novembre 2022. C'est-à-dire il n'y a pas encore un an. Ce sera la semaine prochaine. Donc, en 1 an de temps, il y a eu énormément d'investissements qui ont été réalisés et effectivement, c'est quelque chose qui va avoir une incidence profonde sur le secteur de l'assurance et le secteur financier. On voit déjà des use cases, des investissements colossaux des entreprises dans ce domaine. Une autre technologie que tu n'as pas abordée, mais je pense qui est très importante, c'est un acronyme qui est un peu étrange, API, Application Programming Interface, donc c'est très étrange et donc ça donne l'impression que c'est très technologique.
Et ça l'est, mais en même temps, c'est quelque chose qui est fondamental pour les entreprises dans le secteur financier. Les banques ont accéléré le déploiement des API dans le contexte de la PSD2, c'est-à-dire de l'ouverture des comptes de paiement à l'extérieur, et donc ont dû se mettre à niveau en termes d'APIisation. Pourquoi ? Parce que c'est un moyen finalement de communiquer entre deux parties. Dans l'entreprise, c'est entre deux systèmes. À l'extérieur de l'entreprise, c'est entre l'assureur et sa contrepartie, l'assureur et son partenaire. Et ça, c'est fondamental, ça change totalement la donne. Et déjà, ça la change au niveau de la banque. Au niveau de l'assurance, ça va aussi permettre de moderniser, au niveau de l'assurance, pardon, ça permettra aussi de moderniser l'assurance. Donc ça, c'est des éléments très importants. Maintenant, pour clôturer, il y a quand même un autre élément qui est important de soulever, c'est comment ces nouvelles technologies sont consommées. Elles sont consommées. Alors, historiquement, on développait l'informatique, voilà, il y avait beaucoup de développeurs, etc. Aujourd'hui, eh bien, les nouvelles technologies sont embarquées dans les progiciels, sont embarquées dans les insurtech, sont embarquées dans les regtech, sont embarquées dans les progiciels spécialisés. Et donc ça, c'est important parce que ces progiciels-là, en fait, ils sont où ? Ils sont dans le cloud. Et donc, d'une certaine manière, et d'ailleurs, les insurtech, pour rappel, c'est 14 milliards d'investissements en 2021. 14 milliards d'innovation. Se couper de cette possibilité d'avoir accès à l'innovation dans le cloud, c'est un problème pour potentiellement l'assureur en termes de compétitivité et de l'accès à l'innovation. Voilà, donc c'est, je pense, quelques éléments en complément de ce que Habib, tu disais. Merci Patrice. Donc oui, on a bien à l'esprit les différents outils qui sont disponibles aux compagnies. Maintenant, ma question, ce serait en pratique, comment est-ce que le secteur de l'assurance en tant que tel, il appréhende ces nouvelles technologies ? Vincent, est-ce que tu peux par exemple nous donner des exemples concrets sur le secteur de l'assurance ? Merci Laura. Ce que j'observe sur le marché de l'assurance local, ce sont des réalisations dans 3 principaux domaines. Le premier, ce serait les front office, c'est-à-dire les outils à destination des clients, des réseaux de distribution ou des partenaires. J'observe que la plupart ou tous les assureurs se sont maintenant dotés d'extranet web ou mobile pour les clients individuels ou corporate, qui fournissent de l'information en temps réel et de plus en plus de transactions en self-servicing, du KYC, des demandes d'arbitrage, des déclarations de sinistres et bien d'autres. Les assureurs fournissent à leur réseau de distribution maintenant des outils de vente qui permettent de gérer le processus de souscription de manière totalement digitale, depuis le KYC jusqu'à la signature électronique et en intégrant de nombreux services, de la reconnaissance de caractères, de chargement de documents, des chatbots et beaucoup d'autres services. Et on voit de plus en plus de réalisation de plateformes mises à disposition aussi de tout l'écosystème de partenaires, les experts, garagistes, médecins et autres, et même des interconnexions via API que Patrice a définies, qui sont des interconnexions directes entre les systèmes d'information des assureurs et de leurs écosystèmes. Ça, c'est le premier domaine. Le deuxième serait pour moi toutes les réalisations pour les outils et les processus internes dans une recherche d'efficience. Le premier objectif, c'est déjà la distribution des tâches et de gérer le multicanal, puisque tous ces outils que je viens de citer, tous ces front office, génèrent un grand nombre de demandes et de tâches qu'il faut redistribuer dans les back-office de gestion, en plus, bien sûr, des canaux traditionnels que sont le mail ou le papier dématérialisé. En plus de la distribution de tâches, il y a de nombreuses réalisations d'automatisation de tâches, automatisation de process ou de sous-processus, en priorité, bien sûr, sur les process à fort volume et à faible valeur, tels que, par exemple, le traitement automatisé des dépenses de santé courantes ou la saisie dans les back-office des données de KYC qui ont été collectées. Le troisième domaine, pour moi, ce serait la donnée. Patrice l'a longuement illustré. Je pense que maintenant, les assureurs sont tous conscients de la valeur de ces données et mènent des travaux plutôt préparatoires, je dirais, d'identification, de collecte, de catégorisation et de travaux sur la qualité.
c'est plus un travail préparatoire. Il y a quelques cas plus avancés sur la donnée, dans les domaines prédictifs ou analytics, par exemple, mais qui sont encore des cas assez classiques, je dirais, qui se tournent souvent autour du churn, de la fraude ou de l'upselling. Voilà. Donc à ce stade, pour répondre à ta question, Laura, je parlerai plus de transition, d'évolution, que d'une réelle transformation digitale. Parce que les processus traditionnels ou l'operating model de l'assurance ne sont pas réellement encore réinventés ou remis en cause. Donc si on voulait un peu tirer le trait ou avoir une vue un peu prospective, en restant sur ces 3 domaines, je pense que l'APIisation que tu évoquais, Patrice, va s'accentuer vraiment, poussée par la réglementation Open Finance, FIDA. Et que l'on peut imaginer des processus pour les produits de masse complètement automatisés, mais surtout embarqués dans les plateformes des partenaires et sans intervention humaine pour tout le processus de souscription. C'est ce qu'on appelle l'embedded assurance. Encore une fois, sur des périmètres bien ciblés des produits de masse. Sur le deuxième, l'efficience interne, je pense qu'il est probable de tendre à une automatisation totale de certains processus, là aussi, ou sous processus à fort volume et à faible valeur. Je vois le point, j'anticipe le point de la question de l'humain dans tout ça. Moi, je n'ai pas vraiment peur de ce point-là, pour 2 raisons. La première, c'est que dans la large gamme des produits d'assurance, beaucoup nécessitent une vraie expertise et du conseil, et donc ça ne peut pas être automatisé, cette partie-là, ou pas totalement, supporté, mais pas automatisé. Et le deuxième, c'est que l'assureur intervient dans des moments de vie parfois difficiles et que même si les process peuvent être automatisés, cette relation humaine et ce support au client ne peut pas l'être. Voilà. Et dans le dernier domaine, bon, vous l'avez illustré, aidé par l'AI et la générative AI, il y a énormément de grands cas de transformation vraiment dans l'assurance, surtout sur la connaissance des risques, la connaissance des clients, la tarification ou la conception de produits. Voilà. Okay, merci. Jean, sur la partie assurance vie internationale, c'est aussi le constat que tu fais? Oui, tout à fait. En fait, toutes les nouvelles technologies qui ont été citées sont essentielles. Maintenant, comme l'a dit Vincent, on ne peut pas tout faire. On a peu de clients. Donc, comme on travaille avec la clientèle de la banque privée, ce n'est pas des masses, ce n'est pas comme le detail où on peut plus innover, où on peut mutualiser les coûts sur l'ensemble. Donc voilà, il faut savoir prioriser les chantiers. Maintenant, le core system, en fait, les systèmes de gestion, ça reste primordial à toute compagnie d'assurance vie. Et il faut changer, il faut transformer. Ce n'est pas une question de s'il faut investir là-dedans, c'est quand il faut investir là-dedans et au détriment de quels autres projets. Deuxièmement, c'est le front office. Souvent, il y a ce mythe autour de la clientèle de la high net worth individuals, que c'est une clientèle qui n'est pas consommatrice du digital, qui n'aime pas trop le digital, que ce sont des woofs, ces wealthy old folks qui n'aiment pas le digital. Ce n'est pas vrai, c'est un mythe. Tout le monde a besoin du digital. En tant que client, un client, surtout de la banque privée, on ne peut pas le traiter moins bien qu'un client du retail. Je prends l'exemple d'un supermarché. Un client aujourd'hui, en fait, j'appelle ça le paradoxe du supermarché. Un client qui achète le plus, il fait la queue plus, alors que c'est un meilleur client que le client qui achète 2-3 articles qui passent à la caisse rapide. Donc nous, c'est parce qu'on travaille avec cette clientèle high net worth, il faut leur rendre leur expérience aussi agréable que la clientèle de détail. L'APIisation, c'est un chantier très important. C'est important pour pouvoir communiquer avec les parties prenantes, pour pouvoir, ce que j'appelle, parler digital. Parler digital, ce n'est pas parler du digital. Sinon, ce serait du digital washing. On ne veut pas faire du digital washing. On ne veut pas juste dire qu'on fait du digital. Non, communiquer avec les parties prenantes en digital, c'est primordial. Bon, et last but not least, en fait, toutes les technologies sont importantes. C'est la RPA, la robotisation des processus. Vincent a parlé de l'humain, donc ça c'est quelque chose qui ne va pas remplacer l'humain de façon générale. Il va remplacer l'humain sur les tâches redondantes, les tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée ou qui ont peu de valeur ajoutée, pour que cet humain, pour que les collaborateurs
puissent travailler sur des tâches ou du travail de façon générale avec plus de valeur. Et ainsi, on revient sur l'enchantement de l'expérience collaborateur. Patrice, est-ce que tu fais un constat similaire pour tout le secteur financier, du coup? Tout à fait similaire, et quelque chose que je pense que les assureurs, mais aussi les banques sur lesquelles elles travaillent, c'est l'efficacité opérationnelle, c'est clair. Alors, je voudrais rebondir sur un élément. Tu parlais, Vincent, de la donnée. J'irais même un peu plus loin, c'est-à-dire que c'est l'information. Parce que c'est la donnée structurée et c'est la donnée non structurée. Alors, tu le disais, il y a beaucoup de travaux qui ont été réalisés sur la donnée déjà et qui vont continuer. Sur l'information, je vais déjà donner une statistique. Le temps passé par ce qu'on appelle les knowledge workers, donc les personnes, voilà, comme toutes les personnes qui travaillent dans les assurances, dans les banques, le temps passé à chercher l'information, en moyenne, 2 heures par jour. 2 heures par jour à chercher l'information. Et donc le premier gain d'efficacité, c'est déjà de trouver les moyens de faciliter l'accès à la donnée, de faciliter l'accès à l'information. Et il y a énormément de travaux qui sont en cours de réalisation, et je vois beaucoup dans les banques, par exemple, sur la gestion de la connaissance, sur la gestion de la collaboration, sur le travail, sur la capacité à donner l'accès à l'information, démocratiser l'accès à la donnée. Ça, c'est des choses fondamentales, c'est-à-dire de rapprocher l'information qui est sur des systèmes des humains qui la consomment, des personnes, hein, des employés, tu le disais, du « eux », qui l'utilisent et qui font partie effectivement de cet écosystème. Et ça, c'est quelque chose de fondamental dans la partie des nouvelles technologies qui aussi permettent d'accélérer voilà, l'efficacité opérationnelle. Et ça embarque l'autre question des cas d'usage, c'est l'application de l'intelligence artificielle générative, parce que ces outils collaboratifs, si aujourd'hui ne sont pas encore tout à fait en place dans les banques, ils commencent à être mis en place. Dans les assureurs, je le vois un peu moins, et je pense que justement on revient sur ces sujets du cloud, par exemple, qui sont aussi des fois des freins à pouvoir consommer les innovations que certains providers, Microsoft, Google et autres, puissent fournir. Eh bien, il y a un autre effet d'accélérateur qui va venir, c'est l'intelligence artificielle générative, puisque non seulement on va avoir accès à l'information de manière aisée, mais en plus de ça, on va pouvoir demander à des chatbots via de l'intelligence artificielle générative de pouvoir résumer des meetings, des réunions, de pouvoir avoir accès à l'ensemble des informations qui concernent un client, quel que soit où se trouve cette information, de pouvoir faciliter la navigation dans les produits, dans les contrats. Voilà, donc c'est un certain nombre de champs voilà, ouverts qui vont se profiler à l'horizon et sur lesquels il faut déjà regarder. Et les banques, c'est clair, aujourd'hui, ont largement accéléré cette trajectoire. Et je pense que pour les assureurs, c'est quelque chose qu'il faudra regarder. Donc, on a vu quels sont les outils qui sont disponibles ou qui seront disponibles. On a vu quelle peut être actuellement la manière pour le secteur de les implémenter, mais le constat, c'est que toutes les compagnies n'ont pas la même évolution technologique à l'heure actuelle. Donc la question que j'ai envie de vous poser, c'est à l'heure actuelle, qu'est-ce qui empêche ou qu'est-ce qui freine cette transformation digitale au sein des compagnies? Vincent, peut-être pour commencer? Oui, mais alors je vais rester peut-être sur le domaine technique, Oui. parce que ça pourrait être complété par d'autres domaines plus change humain, process. Sur le domaine technique, moi, le premier frein que je vois, c'est la réglementation sur le secret des assurances, dont je comprends tout à fait la finalité de protection, mais qui, dans sa forme actuelle, en tout cas, représente un réel frein à l'innovation. Et je ne vise pas uniquement l'hébergement des données chez ce qu'on appelle les hyperscalers que tu citais, hein, les Microsoft, Google et autres, hein, mais aussi le recours à des applications et des services qui ne sont proposés que dans des modes qu'on appelle le SaaS, Software as a Service. Et de plus en plus, les technologies sont proposées et services de cette manière-là. Sur certains domaines, même initialement, c'était plutôt des commodities, on va dire des messageries, des outils collaboratifs, des outils de gestion de projet. Et maintenant, ça devient aussi des applications de gestion. Difficile de trouver un CRM ou un outil comptable qui, parmi les leaders, je veux dire, de marché, hein, qui ne sont pas proposés dans ces modes de gestion-là. Donc, ils n'existent soit plus dans ce mode, soit qui existent encore, mais de manière plus longue à mettre en œuvre, et parfois avec une date de fin annoncée, une date de désuport.
que dans ce mode-là. Il faut comprendre que pour innover, il faut expérimenter, avoir un droit à l'erreur et accéder, consommer ces services, c'est essentiel pour l'innovation. Et c'est en ça que le secret, enfin, la difficulté freine quelque part l'innovation. Si je prends un exemple très concret et d'actualité sur la Generative AI. Si vous essayez d'expérimenter et de réaliser un prototype, activer chez un hyperscaler quelconque, activer un conteneur d'entreprise dédié étanche, activer le service OpenAI par exemple, commencer à feeder ou grounder, comme on le dit, des données pour alimenter ce moteur de Generative AI ou LLM, Large Language Model, désolé des acronymes. Eh bien, ça se fait honnêtement en moins d'une semaine. Certains confrères l'ont réalisé en 2 jours, activer le service chez un hyperscaler. Demandez à vos CIO ce que ça représenterait, réaliser la même chose sur site dans vos data centers. Voilà pour le premier frein. Le deuxième, pour moi, ça concernerait plutôt la capacité des outils de gestion et plutôt même les back-office à intégrer les nouvelles technologies. Dans les différentes réalisations que j'ai citées, mais également Jean sur le marché international, on a surtout parlé des front office et des processus front to back, mais en gros, surtout les satellites au cœur métier. Les core systems, gestion de contrats, gestion de sinistres, gestion de clients. Et une vraie question à se poser sur l'évolutivité et la capacité de modernisation de ces outils core systems. Est-ce qu'ils seront capables d'intégrer de nombreuses API? Est-ce qu'ils peuvent être automatisés ou automatiser des parties de processus, avoir recours dans différentes étapes des processus de gestion à de l'intelligence artificielle ou à des petits modèles? Et puis, sont-ils portables ou transformables vers le cloud? Et cette question, elle se pose, selon moi, tant pour les outils in-house, développés maison, que pour les progiciels, où l'offre n'est pas encore très concentrée sur les différents marchés, tant PNC que Life, et qui intègre encore assez peu ces différentes questions que je viens de lister. Merci. Du coup, Jean, sur cette thématique de la résistance au changement, est-ce que toi, tu as une perception particulière aussi? Oui, j'ai une perception assez particulière. C'est en fait ce que j'appelle un système à 3 niveaux de legacy. En fait, legacy systems, enfin les systèmes de legacy, les systèmes hérités qui ont parfois 20 ans, 30 ans, qui sont très coûteux à changer, voilà, et qui ne sont pas aptes à accompagner le nouveau monde. Donc ça, c'est il faut prioriser les investissements. On investit sur le cloud ou on investit avec toutes les difficultés, ou on investit sur le front office, on investit sur le back. Donc, il faut investir sur tout. Comment prioriser? C'est ça le challenge. Deuxième challenge, c'est ce qu'on appelle les legacy people. C'est les gens. C'est la résistance au changement qui vient de la société. Des gens qui veulent... ou qui disent on a toujours fait comme ça marche, pourquoi la changer, tant que ça marche, ne changeons pas. Maintenant, on ne peut pas faire du digital et penser en analogue. On ne peut pas continuer à travailler comme si de ne rien n'était. Et vous connaissez peut-être la citation célèbre de Jeff Bezos, si on ne se transforme pas digitalement, on est mort. Et peut-être le secteur de l'assurance n'est pas challengé parce que voilà, il n'y a aucun assureur qui est vraiment en avance par rapport aux autres, mais ça va venir. Si ce n'est pas aujourd'hui, si ce n'est pas sur toute la chaîne de valeur, si on ne va pas avoir un assureur vie LPS digital 100%, ce sera comme pour les néobanques sur une partie de la chaîne de valeur qui vont venir, ce qu'on appelle unbundle, ils vont déchirer, ils vont disrupter la chaîne de valeur et nous challenger là-dessus. Donc, il faut qu'on change en tant que personne. Et aussi, on a des clients. Voilà, c'est les clients. C'est difficile parfois, même si j'ai raconté l'histoire sur le mythe du digital pour les high net worth. Il y a des clientèles, la clientèle, que ce soit high net worth ou retail, qui refusent ce changement. Donc, legacy clients aussi. On a quelques legacy clients. Il faut les convaincre. Il faut essayer de les séduire. Il faut rendre leur expérience agréable. Peut-être pas seulement avec le digital, mais aussi avec de l'empathie.
qu'a mentionné Vincent. Donc, c'est important d'ajouter cette expérience. Avec l'aide du digital, c'est beaucoup plus facile que sans le digital. Et là, on va combattre ces 3 legacy. Mais je suis très optimiste. Merci Jean. Je suis consciente du temps et je voudrais qu'on ait le temps de traiter vraiment tous les sujets. Mais si on prend rapidement un petit peu de hauteur, Patrice, est-ce que sur le secteur financier, tu constates les mêmes résistances ? Exactement les mêmes. Et certaines qui n'ont pas encore été citées et sur lesquelles je voudrais revenir, c'est d'abord les talents dans la technologie. On entend parler beaucoup de upskilling, de nécessité d'avoir des gens qui soient formés, mais aussi la possibilité d'attirer des talents qui connaissent les nouvelles technologies, qui ne sont pas forcément basés à Luxembourg. C'est fondamental pour guider les entreprises dans le secteur financier à pouvoir correctement utiliser ces nouvelles technologies. Donc les talents, pour moi, c'est quelque chose qui est important aussi. La deuxième chose, c'est les modèles organisationnels et opératoires et la culture. C'est-à-dire que quand on transforme, et c'est des choses qu'on a aussi beaucoup discuté dans le secteur bancaire par exemple, mais c'est aussi le même sujet au niveau des assurances, quand on transforme, on doit aussi transformer la culture de l'entreprise pour l'aligner. Et ça, c'est la difficulté, c'est-à-dire que quand on applique des nouvelles technologies, il faut aussi s'appliquer des nouveaux modèles opératoires pour se transformer. Et là, il y avait une phrase alors je vais la citer, c'est Peter Drucker, que j'aime bien, qui dit « La culture mange la stratégie au petit déjeuner ». Voilà. Et je pense que ça fait réfléchir. Ça veut dire que quelque part, on peut avoir une belle stratégie. Si la culture ne suit pas, voilà, on aura forcément un problème à un moment donné dans l'exécution. Et la dernière chose sur laquelle je voulais revenir, c'est le cadre réglementaire. Donc il y a des choses qui sont importantes, puisqu'un cadre réglementaire donne une direction. Par exemple, le DORA, Digital Operational Resilience Act, c'est quelque chose qui est fondamental, parce que justement, dans un monde qui se complexifie, dans les institutions financières qui sont de plus en plus dépendantes des technologies, la résilience opérationnelle au travers aussi des technologies et des fournisseurs auxquels les assureurs ou les banques font face, eh bien c'est important. Donc c'est important d'avoir des règlements qui permettent aussi de s'assurer que, eh bien, il y a des choses qui soient mises en place pour assurer cette résilience dans ce monde. L'autre élément quand même, il y a des réglementations, on a parlé du cloud par exemple, mais du côté du AI Act qui va arriver aussi, eh bien, il y a des choses qui peuvent être aussi des freins à l'innovation, donc il faut être vigilant de s'assurer que, voilà, qu'il puisse y avoir quand même une direction et quelquefois un assouplissement sur certaines de ces réglementations pour favoriser cette innovation. Voilà, c'est quelques points que je voulais mentionner. Habib, sur cette thématique de la résistance au changement, est-ce que toi, tu as des observations complémentaires ou supplémentaires ? Voilà. Donc oui, j'ai des observations. Surtout, j'ai écouté. Donc en fait, j'ai entendu transition et pas transformation. J'ai entendu résilience. J'ai entendu si on ne se transforme pas. Mais moi, je me demande si le secteur de l'assurance, il a vraiment besoin de se transformer ou se digitaliser. En effet, nous avons quand même une réglementation très complexe. C'est aussi un secteur qui est très local, parce que quand on veut à un moment donné gérer les dépannages ou gérer la fiscalité, l'hypercomplexité, nous avons aussi des expériences de Uber ou de Airbnb, et on a quand même vu à quel point les États peuvent très rapidement étrangler ces structures-là au niveau local. Parce que je souhaite juste faire un rappel très rapide, c'est que toutes ces nouvelles technologies ont un seul objectif, c'est permettre la création vraiment de modèles économiques à croissance exponentielle. C'est qu'on ne veut pas créer des entreprises qui mettent des années à faire des milliards. On veut qu'une entreprise, donc c'est Peter Thiel, from 0 to 1, and competition is only for losers. Donc il veut que quand je démarre un business, je veux que l'année d'après, j'ai déjà 10 millions, 100 millions et que le jeu est fini. Donc je garde juste ça. Donc ce que j'ai entendu, moi, c'est-à-dire qu'on part du principe, et c'est déjà énorme tout ce que vous avez dit, c'est les entreprises avancent, mais on ne parle pas de digitalisation. On parle bien de dématérialisation. Dans le sens où on est en train d'informatiser les processus métiers ISO, en fait, on ne change rien. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une entreprise qui lance une réflexion profonde, qui va vraiment chercher au fond de son existence, de son histoire, de sa culture, finalement, comment je peux me réinventer, comment créer un impact très puissant, retentissant dans mon modèle économique, ou peut-être même demain, on va trouver même à un moment donné qu'il y a des patrons qui n'osent pas se dire « Ok, mais moi je vais créer une compagnie exponentielle qui va à un moment donné diriger le monde ».
Moi, j'ai déjà participé dernièrement dans une réunion très importante où il y a des collaborateurs qui disent, mais c'est une entreprise leader européenne dans l'espace qui dit, mais il est où notre Elon Musk? Le patron était là. Donc on voit bien à quel point, donc on revient à l'humain, il y a aussi à un moment donné la résilience. Je rappelle juste que toute la construction de nouvelles applications, normalement, sont résilientes by design. Quand je construis une application microservice, quand la machine tombe, c'est un non-événement. Quand le réseau se coupe, c'est un non-événement. Quand ma base de données se coupe, c'est un événement. Netflix ou Amazon parlent de ce qu'on appelle Chaos Kong, Chaos Monkey, qui sont des algorithmes qui se baladent sur le data center, qui cassent les serveurs, et l'objectif, c'est que l'impact soit nul. Aujourd'hui, on a Chaos Kong, qui sont des algorithmes qui détruisent les réseaux, et l'impact doit être nul. Si vous êtes en train de regarder votre série, au moment le plus passionnant, ça ne doit pas couper. Donc attention, encore une fois, pour moi, ce qui est fondamental, ce que je rencontre dans les entreprises, en tout cas chez les patrons, c'est à un moment donné, il n'y a pas un narratif clair, voire j'ai même envie de dire pas audacieux. C'est qu'à un moment donné, en fait, on ne fixe pas d'objectif. On fixe pas, pardonnez-moi, on ne va pas poser cette star, cette étoile à l'horizon vers laquelle tous les salariés ou toutes les parties prenantes, toutes les forces vives vont se diriger. Et même les mots, la culture, là que vous avez parlé vraiment de culture, c'est fondamental. Il n'y a pas de culture sans vocabulaire, il n'y a pas de culture sans nomenclature. À un moment donné, on ne met pas les mots précis sur les termes parce qu'on n'ose pas les mettre, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, on n'est pas certain de la trajectoire. Donc pour moi, put the dots on the horizon. Faut que tout le monde comprenne où est-ce qu'on va, from the doorman to the chairman. Et tout le monde doit comprendre où est-ce qu'on va. Ensuite, poser la trajectoire. Et ça aussi, on n'ose pas poser une trajectoire. Et une fois qu'on a posé tout ça, bien sûr, c'est stressant pour vraiment pour l'être humain. Oui, mais ces gens-là, moi j'appelle ces gens, t'es un peu dur. Attention, ces gens-là qu'on a recrutés sont extraordinairement intelligents. On les a recrutés parce que c'est les meilleurs. Mais maintenant, quand je leur dis, voilà ce que je vais aller, s'il est très intelligent, il ne faut pas qu'il vienne s'il a tout à perdre. Ben moi, si je suis intelligent, dès qu'il faut changer, mais ça ne va pas, je vais tout faire pour que ça ne change pas. Par contre, si on me permet de projeter post-transformation, et dans ce cas-là, la direction des ressources humaines, s'il peut devenir à un moment donné quasiment de la direction de la renaissance humaine, c'est-à-dire qu'il permette à tout un chacun de pouvoir se projeter, définir sa propre carrière. Si la transformation est stratégique, bon, on peut mettre beaucoup d'argent, parce qu'une stratégie, c'est une action, c'est une décision pour laquelle on est prêt à louer les meilleurs, ou ce qu'on a de plus rare, les ressources plus rares. Dans ce cas-là, on forme les gens, c'est-à-dire qu'on les accompagne. Et évidemment, ceux qui ne pourront pas faire le trajet, ça serait bien aussi de les accompagner dans une trajectoire extérieure. Ça aussi, c'est pour le bien, ce n'est pas juste virer, mais ça peut être aussi important. Voilà pour moi les principaux freins ou les principales problématiques qui se posent aujourd'hui dans les entreprises. Merci Habib. Alors tu as un petit peu anticipé ma prochaine question, puisque c'était désolé. vraiment... Il ne faut pas me faire parler. Tu vois, la question de face à ces résistances, si vous aviez très brièvement quelques grandes recommandations à donner donc, aux compagnies pour les aider dans cette transformation digitale, quelles seraient ces recommandations? Peut-être par exemple, Vincent, pour commencer, de ton expérience, qu'est-ce qu'il faut garder à l'esprit quand on se lance dans une transformation digitale? Pour répondre, je ne vais pas essayer de donner un conseil sur comment se lancer dans la transformation digitale, mais plutôt l'écueil, enfin, quelles sont les considérations à avoir qui sont peut-être sous-estimées, selon moi, dans certains cas. Le premier, c'est, j'ai pas mal parlé tout à l'heure des back-office, hein, le cœur de la machine, le moteur. La première considération, ça serait de considérer peut-être un peu trop vite que ces outils, back-office, internes ou progiciels, hein, qu'importe, vont naturellement ou facilement s'adapter aux nouvelles technologies et les intégrer, sans une étude approfondie. Comme je le pense, tous les outils ne seront pas capables d'intégrer les besoins d'interfaçage, d'épéisation, d'automatisation et d'intelligence artificielle. Ça paraît peut-être une évidence, mais faire le bilan d'un outil qui sert parfaitement les processus actuels, de les remettre en cause pour se lancer dans un projet de refonte long et coûteux, sans gain immédiat pour le métier, mais pour préparer l'avenir, c'est loin d'une question évidente et facile. Alors au mieux, ça peut coïncider avec un cycle de vie, hein, une obsolescence, et de se dire à cette occasion-là, je le remets en cause et je prépare l'avenir. Ce n'est pas toujours le cas.
Le deuxième écueil, ça a été évoqué par Patrice tout à l'heure, ce sont les travaux sur les données. Enfin, ma deuxième considération, plutôt qu'un écueil, mais c'est le périmètre de l'information plutôt que de la donnée. Effectivement, on travaille beaucoup sur les données structurées et les données qui viennent des back-office. Et on sous-estime peut-être un peu parfois la valeur de l'ensemble des données de l'entreprise, qu'elles soient structurées ou non structurées, qu'elles contiennent des données clients ou non, et surtout le nombre d'informations intéressantes dans tout l'écosystème. Pas uniquement les back-office, mais vraiment tous ces satellites et même les connexions, les sites web, les connexions chez les partenaires. Il y a vraiment beaucoup d'informations et je pense que tout le monde est conscient que ça sera clé pour l'utilisation de l'intelligence artificielle et particulièrement le Generative AI, où toutes les données de contexte que je peux fournir à ces moteurs de LLM sera clé pour la qualité et l'accuracy des résultats qui sortiront de ces moteurs. Je ne vais pas rajouter une recommandation, je te vois me regarder avec la montre, mais j'aimerais juste rebondir sur la notion de trajectoire et de définition aussi que tu évoquais. Hier soir, j'étais à une conférence IT, à un événement annuel, et il y avait un panel, et Luc de Brabander a fait une citation qui me semblait intéressante pour cette notion de trajectoire, et je voudrais le reciter. Il disait qu'il ne faut plus utiliser le terme de digitaliser les entreprises, mais plutôt de réinventer les entreprises qui évoluent dans un environnement qui devient digital. Réinventer les modèles d'assurance dans un environnement qui devient digital. Merci Vincent, je vois que tu as bien vu mon petit signe. À ton tour Patrice, est-ce que du coup tu aurais, voilà, petit signe, attention, est-ce que tu aurais d'autres éléments du coup à rajouter sur cette notion de recommandation ou peut-être voilà, d'écueil à éviter Dans l'ensemble des transformations, il y a 2-3 choses effectivement supplémentaires probablement à considérer. La première, c'est l'alignement. Un alignement et l'alignement au niveau des comités de direction et au niveau des équipes managériales quelque part, pour donner aussi un sens de l'urgence dans une transformation, parce qu'il faut créer de la dynamique, et pour créer de la dynamique, il faut avoir une compréhension de quel est l'objectif et un alignement de tout le monde autour de cet objectif. Et ça, je vois que souvent, c'est pas forcément toujours présent, en tout cas au départ de ces transformations, donc c'est quelque chose qui est important, et de suivre. C'est pas de le dire une fois, c'est aussi de le suivre tout au long. La deuxième chose, je pense qu'on l'a assez dit, en plus je suis technologiste, pourtant, c'est de dire il faut travailler sur l'humain, c'est-à-dire que même si c'est une technologie qui embarque c'est une transformation qui embarque de la technologie, elle est d'abord cette transformation humaine, et donc il faut embarquer les employés dans cette transformation, les faire travailler ensemble autour de cette transformation, et l'apprentissage est important. Et la troisième chose sur laquelle je voulais revenir, c'est aussi le fait que je parlais de la consommation des nouvelles technologies, c'est-à-dire que jusqu'à présent, ou encore il y a quelques années, transformation était égale à je développe tout moi-même. C'est plus le cas aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire pour se dire qu'est-ce que je dois faire moi-même, qu'est-ce que je dois faire par d'autres, simplement parce que les capacités en termes de ressources, en termes de compétences, mais aussi financières, ne sont pas infinies, et que donc il y a aussi des progiciels, des vendeurs qui sont équipés, qui ont fait beaucoup d'investissements, et il faut aussi capitaliser dessus. Voilà, c'est les quelques recommandations que je ferai de mon côté. Habib, tu as parlé de recommandations dans la question précédente, mais est-ce qu'il y en a d'autres que tu veux évoquer brièvement ? En fait, moi, quand je vous écoute, oui, il y a une recommandation, c'est d'apprendre à gérer la schizophrénie suivante. C'est d'abord, c'est comment agir au quotidien pour construire la cible, enfin, le mindset novateur, agile, nouvelles techno, nouvelles approches, prendre des risques. Mais en même temps, il faut assurer que le business, le day-to-day business fonctionne bien. Si je mets des forces vives sur les nouvelles technologies, il y a les gens, entre guillemets, c'est les gens extraordinaires qui font que l'entreprise est performante aujourd'hui. Mais il ne faut pas que je les pénalise, parce qu'eux aussi, ils ont envie de se projeter.
Donc, comment être tout le temps en train de gérer cette contradiction entre construire demain, assurer la performance du business tel quel, et en même temps, on dit qu'il faut accélérer, créer la tension, créer cette notion d'urgence. Mais quel outil mettre en place pour mesurer la tension optimale, ainsi de suite. Pour moi, c'est vraiment ça le job des CEO et des patrons aujourd'hui. Ce n'est pas facile, c'est quelque chose d'extrêmement... Et des DSI et des CIO. Voilà, c'est vraiment ça la problématique majeure. Et comme par hasard, c'est l'humain. Voilà, c'est quelle est l'équipe. Voilà, c'est au quotidien, quand on regarde les gens, quand on travaille avec eux au quotidien, ben, ils doivent gérer ces injonctions contradictoires. Et à un moment donné, comment s'assurer qu'il y a de la congruence entre ce qu'on dit et ce qu'on peut faire sur le terrain, voilà, au quotidien. Merci. Du coup, Jean, Habib parlait particulièrement du rôle du CEO. Est-ce que toi, tu as des recommandations particulières pour justement cette transformation digitale? Oui, j'en ai 5 recommandations managériales pour les CEO spécifiquement, mais pour toute l'entreprise. Et donc, ça, pour moi, c'est super important, le rôle du CEO dans la transformation digitale. Mais avant, donc, juste, je vous cite les 5 recommandations. C'est que, 1, la transformation digitale, c'est une substitution. Donc, ce n'est pas un complément, ce n'est pas un nice to have, quelque chose à ajouter à l'existant. Ce n'est pas parce que j'ai un outil digital de front office et que tout le reste derrière, c'est du manuel, ça ne veut pas dire que j'ai réussi ma transformation digitale. Donc, si je reviens à ce que je disais avant c'est la partie think digital, c'est-à-dire on réfléchit, on part de comme si on n'avait rien, on veut lancer une nouvelle compagnie, et là, on réfléchit. Maintenant, les contraintes, il y en a, il faut voir comment les régler. Ensuite, une stratégie de transformation digitale, c'est une stratégie qui doit être top-down. Ce n'est pas l'ensemble d'initiatives ne font pas une stratégie. Donc, on ne peut pas dire parce que justement je lance une initiative à gauche et à droite. Non, elle doit être planifiée. Il faut bien savoir où on veut arriver, comment on va y arriver, quel timing, quand lancer la transformation digitale. Tous ces éléments doivent être considérés par le CEO au premier. Bien sûr, avec l'adhésion du conseil d'administration. Et ça, c'est le boulot du CEO de faire croire au conseil que c'est le chemin à prendre. Donc ça, c'est très important. La troisième recommandation concerne l'agilité. On parle tout le monde agilité. Parfois, je discute avec mes équipes et je sens cette nuance entre l'agile et l'agilité. Donc, j'ai dû y travailler et je suis arrivé à une conclusion avec agilité à 3 niveaux. Ça commence, ou ça se termine, peu importe, par la gestion des projets, avec la méthodologie agile. Vous le savez, je ne vais pas y répéter. Donc, comment on peut gérer les projets d'une façon agile, où le client interne, où la notion du client interne n'existe plus. On travaille que pour le client externe, on ne travaille qu'avec le client externe et on ne pense pas dans notre coin qu'on a tout le savoir et voilà, on va inventer une solution qui n'est pas faisable, qui n'est pas vendable, qui n'a pas de valeur ajoutée ou n'a pas une good... Je profite que un régulateur est là ou plusieurs régulateurs sont là de parler de value for money. Quelle est la value for money de ce projet qu'on fait? Deuxième niveau d'agile, c'est ce qu'on appelle le agile management. C'est le management agile, le management qui pense d'une façon digitale, qui pense qui est réactif, qui n'attend pas à ce que tout se démonte pour dire tiens, il est temps de changer, qui est visionnaire, qui aborde le changement comme quelque chose de très important. Et last but not least, donc si on a la gestion des projets agiles, le management agile, on peut même réfléchir à une organisation agile, ou ce qu'on appelle le agile at scale, où on peut déployer la méthodologie agile avec une organisation, pas nécessairement un modèle, parce qu'il y a plusieurs modèles de cet agile, mais sur toute l'organisation qui réfléchit en agile aussi, où on responsabilise les gens. L'idée, ce n'est pas de remplacer les gens, mais plutôt de les responsabiliser, de créer des mini-CEO, de chefs de tribu qui résonnent dans l'intérêt de l'entreprise, parce qu'aussi, il y a leur intérêt à long terme. Quatrième recommandation, c'est que la transformation digitale n'est pas délégable. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut sous-traiter
voilà, ou outsourcer à quelqu'un. On ne peut pas nommer un consultant ou un CTO et dire tiens, moi j'ai fait ma mission, c'est bon, ça va marcher. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut que le CEO voilà, soit impliqué dans la transformation digitale. Il faut qu'il incarne, qu'il développe ce qu'on appelle le sens du ownership. C'est à lui, c'est son projet. Si ça marche, c'est son succès. Si ça échoue, c'est son échec à lui maintenant. Et il faut qu'il diffuse cette culture, ce mindset, au sein de l'entreprise. Et la cinquième recommandation, c'est que dans la transformation digitale, le leadership est clé. Donc, c'est important comment on mène les gens, comment on les embarque, comment on développe une empathie avec eux, pas seulement avec les clients, mais en interne. Donc, c'est le travail du leader, c'est le travail du dirigeant. Voilà, comment embarquer tout le monde dans ce projet. Et j'ai dû interviewer 21 dirigeants de 21 CEO de banques sur la transformation digitale. Et ceux qui ont réussi la transformation digitale sont des personnes très heureuses. En fait, ils ont trouvé du fun dans la transformation digitale parce que c'est comme si on gagne un match de sport. Si on fait une réalisation, c'est beaucoup d'empathie et de fun. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cet Expert Talk. Il me reste que 2 petites minutes, mais j'ai quand même envie de vous poser une dernière question pour conclure cet Expert Talk. Si vous aviez un message clé que le public devrait retenir de cet Expert Talk en 1 ou 2 phrases, quel serait ce message? Jean, peut-être, pour commencer? En une phrase, c'est que dans la transformation digitale, la transformation est plus importante que le digital et la technologie. La transformation, l'humain, c'est plus important. Merci. Vincent? Mon message principal, c'est de se poser la question si le système d'information est prêt à devenir un véritable une plateforme d'APIisation, d'interfaçage et d'automatisation et d'appel à l'intelligence artificielle. Et parenthèse, évidemment, j'espère que le recours au cloud sera facilité pour réellement permettre l'innovation et l'appréhension de ces nouvelles technologies. Merci Vincent. Patrice? Je pense qu'on a vu qu'il y a beaucoup d'opportunités dans les nouvelles technologies et je pense que la trajectoire du digital est encore largement devant nous. Ça, c'est un premier élément. Et le deuxième, c'est qu'il y a un projet de loi qui est en cours de discussion. On espère qu'il sera signé rapidement, qui pourrait aussi soutenir tout le secteur financier, les assureurs, à acquérir du crédit d'impôt pour les soutenir aussi dans cette transformation, ce qui sera un bon signal aussi pour démontrer que c'est quelque chose d'important pour le Luxembourg dans son ensemble. Merci Patrice. Et enfin, Habib? Moi, j'ai envie de terminer, j'ai envie de dire que oui, s'il y a un message, s'il y a un objectif à atteindre, c'est créer une culture dans laquelle la passion et la confiance dans l'entreprise est telle que si vous annoncez que vos collaborateurs ne seront plus payés, ils reviendront quand même travailler le lendemain. Merci Habib. Merci beaucoup. Merci à vous 4 d'avoir été présents aujourd'hui et d'avoir partagé votre expérience.